Je vais vous parler d'un auteur qu'on évoque beaucoup depuis ce matin, à plusieurs occasions. Et ma communication portera sur l'expérience de Éric Chevillard sur l'autofictif. Mon blog n'est pas participatif. J'y propose un travail d'écriture qui même le suive. Si j'ouvrais les commentaires, il me faudrait y répondre. Or, l'entreprise n'a de sens que si elle ne déborde pas de son cadre et ne prend pas dans ma vie une place excessive. L'astreinte quotidienne et l'assiduité font partie du plaisir. J'ai toujours tenu des carnets en marge de l'écriture de mes romans. Je suis là parfois de la construction romanesque comme d'un mensonge rabâché. Ces carnets me permettent d'aborder tous les genres, de faire feu de tout bois et de n'avoir en somme, comme disait Flaubert, qu'à écrire des phrases, ce qui reste la meilleure définition de l'écrivain avant l'invention un peu fallacieuse des genres littéraires. Chaque année, j'entends recueillir ces notes dans un livre, comme celui qui paraît ces jours-ci à l'Arbre Vengeur. Les liens entre Internet et l'édition traditionnelle vont être de plus en plus étroits, conflictuels peut-être. L'expérience que je mène avec l'Arbre Vengeur me paraît donc instructive. Je redoute un peu l'étanchéité de la blogosphère, le circuit fermé du réseau, et suis curieux de voir comment le livre sera accueilli au dehors, si les lecteurs de mes romans s'y retrouveront. Ainsi s'exprimait Chevillard en février 2009 dans un dossier que Télérama consacrait au blog d'écrivain. Si cette déclaration d'intention dont le caractère rétrospectif n'échappera à personne, puisque le blog L'Autofictif existait depuis 2 ans, au moment où l'entretien a été réalisé, et venait de paraître le premier volume papier du journal qui rassemblait les textes de la période 2007-2008, si cette déclaration peut se lire comme une reconstruction un tantinet fallacieuse et une revendication de toute puissance octoriale, fût-ce sur le mode réflexif et ludique, si cette déclaration donc peut être sujette à caution, elle présente un double intérêt. D'une part, elle précise le cadre formel de l'autofictif, blog non participatif, j'y reviendrai. L'autofictif est le lieu où s'expérimente une écriture libérée de l'entrave de la construction romanesque, une écriture de la quotidienneté, proche de celle mise en œuvre dans le carnet, une écriture fragmentaire aussi, dont les notes recueillies formeront les ouvrages, tout ce qu'il y a de traditionnel publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. Journaux traditionnels publiés par un auteur non moindre, qui, s'il se joue ironiquement et des codes et des genres, n'hésite pas à convoquer Flaubert, dans la citation que j'ai lue en introduction, assurant par la même légitimité et autorité à son propos. Car l'autre enjeu des dires de Chevillard est bien d'introduire une posture d'auteur et en regard la construction de lectorats distincts, ou plutôt la postulation de l'existence de 2 sphères et de 2 modalités de réception hermétique. D'un côté, je le cite, le circuit fermé du réseau, cette blogosphère repliée sur elle-même, dont il évoque avec quelques craintes l'étanchéité, et de l'autre, l'au-dehors, constitué des lecteurs habituels de ses romans. C'est à cette question de la construction de la figure de l'auteur, en liaison avec le statut du blog et de sa littérarité, que je voudrais consacrer cette communication. Le dispositif en diptyque spatio-temporel élaboré par Chevillard redistribue la matière textuelle dans un double décalage qui substitue à l'immédiateté du poste le temps différé de la publication papier, dont la chronologie linéaire représente, à rebours, les traces d'un quotidien révolu. Le blog se donne à lire au départ comme l'avant-texte d'un livre qui le supplantera et le fera disparaître des publications. Il y a autre chose. Si Chevillard affirme jouir dans son blog de la liberté enivrante d'écrire des phrases, hors de toute inscription générique, le geste qui enserre les notules d'une année en un volume clos réintroduit, ou plutôt réinvesti, car il s'agit bien d'une réappropriation de notions dont il est douteux qu'elles aient jamais totalement disparu, les notions de généricité et de complétude de l'œuvre. Catégorisées, intitulées, on en est désormais à 4 volumes. L'autofictif voit une loutre, l'autofictif père et fils, l'autofictif prend un coach. C'est le dernier volume avec la couverture fuchsia que vous voyez à l'écran. Le texte se donne à lire dans sa clôture et son autonomie, état définitif et étape ultime d'une construction sérielle dont le blog constitue l'état liminaire, sinon préliminaire. Liminaire et non préliminaire, car si Chevillard, par la soustraction de l'archive numérique qu'il opère dès la publication en volume, offre à son blog un possible statut de genèse de l'œuvre, force est de constater qu'il s'agit d'une genèse réduite à la version unique d'un texte que répliquera l'édition papier. Si l'ordre de présentation est inversé, un texte identique transite de l'écran au papier dans une forme d'obstination dont la part artefactuelle reste indécidable. On aurait aimé qu'il en dise plus, remarque François Bon, commentant la reprise en livre de la performance web de Chevillard. Écrit-il directement en ligne? Passe-t-il par un carnet papier? Par un fichier intermédiaire de traitement de texte? L'explication backstage, ce n'est pas le genre maison, c'est peut-être la rançon pour entrer au beau monde du conte fantastique. Conte fantastique ou construction de toutes pièces qui vise à faire accroire, par l'accessibilité et la brièveté du format,
par le rythme accéléré de la publication numérique, que l'on assiste à une écriture à l'état naissant. Dans l'avertissement qui accompagne le premier volume papier de l'autofictif, Chevillard précise: en septembre 2007, sans autre intention de départ que de me distraire d'un roman en cours d'écriture exigeant des vertus d'application et de concentration dont je suis médiocrement pourvu, j'ai ouvert un blog. Quel vilain mot! J'ai donc ouvert un vilain blog et je lui ai donné un titre, l'autofictif, un peu étourdiment et plutôt par dérision envers le genre complaisant de l'autofiction qui excite depuis longtemps ma mauvaise ironie. Ces pages, publiées ici sans retouche, parce qu'un livre sera toujours le terme logique de mes entreprises, pourront être lues comme la chronique nerveuse ou énervée d'une vie dans l'attention particulière de chaque jour. Le livre envisagé comme terme confère au vilain blog le statut transitoire d'œuvre en devenir, alors que dans le même temps et dans un mouvement radicalement antagoniste, l'absence de réécriture scelle l'œuvre aboutie. C'est quelque chose de l'ordre du déjà-œuvre qui se dessine dans le blog, dont le titre, répliquant les injonctions contradictoires, joue également du pacte oxymorique de l'autofiction. À la fois garant d'authenticité et possible indice de reconstruction, l'unicité du texte pourrait ainsi manifester une double hybridation. Et il s'agit en premier lieu d'une hybridation génétique, qui brouille les limites de l'œuvre et dans l'absorption que le livre fait du blog, en dissémine et en étend les contours. L'autofictif fait œuvre en son ensemble, dans un continuum tendu entre blog et support papier, dont le renversement d'ordonnancement confirme le statut spéculaire. La lecture imposée par le blog, lecture de la genèse d'une œuvre, s'efface devant le livre, comme si elle appartenait à l'atelier plutôt qu'à l'œuvre, note Marie-Ève Terranti dans son analyse des effets produits par le passage à l'édition papier. À la manière d'un cahier de brouillon, la pratique du blog serait située en amont de l'œuvre, dont il constituerait au mieux l'expérience ou l'atelier, note encore Alexandre Geffen à propos de la réticence de la critique à faire du blog un genre littéraire. Plusieurs aspects de la démarche de Chevillard m'amènent à nuancer ces remarques. D'une part, la disjonction atelier-œuvre ou genèse-œuvre, dans la dichotomie traditionnelle qui enclôt dans les limites de l'atelier le travail de l'artiste dont l'œuvre marque à la fois l'achèvement et l'aboutissement, ne me semble pas ici opératoire. Et il ne s'agit pas seulement d'ouvrir l'atelier au public en proposant journellement 3 aphorismes à sa lecture. Il s'agit également d'élaborer un dispositif binaire où chaque pièce du pendant renvoie à l'autre. Ainsi, si l'interface du blog est assez fruste, Chevillard le reconnaît volontiers et revendique cette absence de fioriture, elle n'en intègre pas moins, en page d'accueil, une référence aux ouvrages papier parus ou apparaître dans une forme de mise en scène de soi qui participe du processus de complétion. La posture d'autorité adoptée, portrait du blogueur en auteur, confère à l'écrit d'écran non plus le statut de texte en construction, mais déjà celui de texte abouti. D'autre part, si le texte du blog s'établit au fil des jours, il bascule par pans entiers dans les limbes de l'Internet, selon le principe que nous avons évoqué ce matin aussi, des fausses habitudes, avant que de basculer dans ces petits ouvrages mis en regard et qui en confortent la littérarité. Quant aux ouvrages papier, ils recèlent, en toute fin, un renvoi discret mais immuable au blog. L'autofictif se poursuit à l'adresse suivante et suit l'URL. C'est bien cette continuité qui s'instaure entre les deux supports et qui en modifie peu à peu le lien de temporalité qui fait la particularité de l'œuvre. D'avant-texte initial, le blog se mue ensuite écranique. C'est bien davantage la mutation même de ces textes et leur transmédialité qui accomplissent et manifestent la littérarité de ces œuvres postmodernes. Enfin, l'écart supposé entre blog et livre me semble moins lié à des questions d'état d'avancement et conséquemment de statut du texte qu'à des particularités de réception. Je suivrai François Bon sur ce point, savoir s'il est toujours là. Ce qu'on associe par la démarche de publication, c'est une logique de lecture continue, dense, récapitulative, méditative, à la lecture de flux que sera toujours, ou d'abord, Internet. Cette lecture d'un autre statut qu'appelle et exige l'écriture vient s'ajouter à la lecture discontinue du blog, empruntant les mêmes voies textuelles et opérant sur elle un retour qui est aussi une reconfiguration. Je vais citer ici Chevillard qui évoquait cette double lecture. Le lecteur de blog zappe sur la toile infinie, ne fait que passer rapidement, vite distrait, happé ou appelé ailleurs. Avec le livre en main, le lecteur n'est plus ce visiteur. Il renoue avec sa pratique de lecture concentrée, vouée uniquement à cette aventure de conscience qu'est la lecture bien comprise. Il voit se dessiner des figures dans le livre, des thèmes reviennent, des hantises, des notes se font écho, toutes choses que la lecture quotidienne du blog ne permet pas toujours de saisir. Cette expérience me plaît beaucoup car les aphorismes, micro-récits ou considérations ont beau être les mêmes, leur impact et leur résonance changent selon qu'ils sont lus sur le blog ou dans le livre. D'un côté, une expérience instantanée, ponctuelle, même si répétée chaque jour. De l'autre,
l'expérience de la durée, l'épaisseur du livre. Les conditions matérielles et temporelles d'émergence du texte sont à la fois constitutives de l'œuvre et corrélatives de sa possible obsolescence, alors que parallèlement, la republication en livre en assure la pérennité, la portée à plus long terme, éventuellement la postérité. C'est à cette double réception que ne manquait pas de faire allusion Chevillard lorsqu'il présentait son projet en 2009. Mais s'il semblait redouter à l'époque un rapport conflictuel entre Internet et édition traditionnelle, c'est manifestement davantage en termes de complémentarité et de transfert que d'incompatibilité ou de friction qu'il faut l'envisager. La poursuite de l'édition papier, 4 tomes, de même que le maintien actif du blog en témoigne. À moins qu'il ne s'agisse depuis le départ que d'un leurre. On a pu parler d'anti-blog pour qualifier l'expérience de Chevillard. Car si le dispositif fait jouer ensemble lecture extensive, celle généralement associée à l'Internet, et la lecture intensive, linéaire que réclame le livre, c'est dans une association favorisée dès le blog par l'inscription générique de l'autofictif et la narrativité de certains fragments. Samuel Archibald le souligne dans son étude de 2002 sur la lecture courante des hypertextes de fiction. Dans cette dichotomie artificielle entre d'une part une lecture discontinue, non linéaire et souvent associative, et d'autre part une lecture continue, linéaire et syllogistique, on oublie non seulement que la linéarité est une convention générique et non médiatique, mais aussi que tout récit, même énorme et constitué de plusieurs micro-récits, même ultra-fragmentés, demeure en son noyau linéaire. Cette idée d'une organisation linéaire et finie du récit en son noyau même apparaît entre autres chez Peter Brooks, Frank Kermode et Paul Ricoeur. À la fois journal et récit de soi, le blog pourrait bien être, en amont du livre et au niveau micro, cette lecture intensive générée que mobilise tout texte. Anti-blog, qui n'exploite volontairement qu'à minima les possibles du numérique, l'autofictif revendique dès son titre, et même s'il s'agit d'un titre ironique, une dimension à la fois narrative et fictionnelle qu'il combine à une exigence de référentialité imposée par le modèle éditorial du blog, tout comme par la composante autobiographique de l'autofiction. À l'hybridation génétique, il faut donc ajouter une hybridation générique, qu'opère non seulement le choix d'un genre composite et dont la définition reste obstinément floue, mais encore le traitement spécifique et très libre qu'en fait Chevillard. De la même façon que de Sartre à Barthes, de nombreux écrivains ont entrepris de contester ou de subvertir le journal intime, Chevillard s'attaque à cette nouvelle forme dominante qu'est l'égo-littérature, qui s'impose aussi bien dans la sphère numérique que dans le microcosme éditorial traditionnel, à l'hystérique impudeur de l'autofiction, dont Christine Angot est le parangon. Polymorphe, l'autofictif enchaîne aphorismes, micro-récits, haïkus, paradoxes et illogismes, mais aussi commentaires sur l'actualité nationale et internationale et critiques sur le monde littéraire. La variété des propos y est très étendue, mais l'on y reconnaît les traits caractéristiques du travail de Chevillard. L'autodérision, la méfiance envers la langue, la réflexion sur l'écriture, le goût de l'absurde et une forme d'humour où rien n'est interdit, de l'ironie au non-sens, du jeu de mots aux commentaires polémiques. Les fragments de mon blog, ce sont des faits de langue, avance Chevillard, insistant sur la réflexivité de son travail. De fait plus proche d'une expérimentation de la réflexivité en littérature que d'un avatar postmoderne de l'autobiographie, l'expérience de Chevillard peut sans doute être rattachée à cette dérive de l'autofiction évoquée par Le Carme. L'autofiction, telle que l'a présentée Philippe Lejeune et moi-même, accentuait le préfixe « auto » et se donnait un objet référentiel, le vécu personnel du narrateur. L'autofiction aujourd'hui majore le substantif « fiction » en donnant à « auto » une valeur spéculaire et autotélique. C'est le récit de la genèse d'une fiction par elle-même. L'autofiction présente ainsi l'intérêt de prendre à bras le corps la difficulté majeure du genre, qui est la saisie du sujet par l'écriture, et de réfléchir aux possibilités même de son effectuation. En inversant la problématique, non plus écriture biographique qui se revendique au plus près du réel selon le règne du tout est vrai, mais écriture fictionnelle qui met à nu l'intimité de l'auteur, l'autofiction autorise un retour sur soi de l'écriture et interroge les notions de sujet, d'identité, de vérité, de sincérité, d'écriture du moins. Elle constitue l'évolution moderne du concept classique de métalepse narrative grâce à une nouvelle modulation de la voix octoriale. La présence de l'auteur s'impose alors en tant que contrainte structurelle. L'autofictif réaffirme cette présence dans son inscription péritextuelle comme dans la résultante de l'exercice autoritatif du blogueur. Non seulement la construction octoriale de Chevillard est garantie par sa validation institutionnelle, il bénéficie d'un encadrement éditorial traditionnel et d'un statut d'auteur antérieur à l'entreprise de l'autofictif, mais dans la pratique de l'écriture en première personne, imposée par le blog comme par l'autofiction, cette manifestation réplique le phénomène d'autoritativité.
La constitution de l'auteur comme tel, à l'intérieur comme à l'extérieur de la blogosphère, passe par son incarnation dans les textes, partant par la subjectivité de l'écriture. Aux côtés de l'auteur porté par l'éditeur, reconnu par les institutions culturelles, un nouveau profil commence à s'imposer, celui de l'auteur incarné, dont la notoriété se mesure à l'amplitude de la conversation provoquée par ses billets, mesurable par les reblogs, les citations, les on aime, jusqu'à ce qu'il soit répertorié par les médias traditionnels et intégré dans la chaîne de l'autorité. Le dispositif de Chevillard offre l'avantage de conjuguer les deux dimensions. Inclus dans la chaîne de l'autorité, ce dont la page d'accueil de l'autofictif, par la mention des couvertures des volumes papier, ne manque pas d'offrir un rappel constant, Chevillard construit également un devenir auteur en ligne par son inscription énonciative. Et le choix préférentiel de l'aphorisme ne contrevient en rien à cette subjectivation de l'écriture. On croit volontiers que l'aphorisme est une proposition impersonnelle, formulée par une voix neutre, détachée, froide, comme énoncée par le marbre même. C'est au contraire un trait spontané de la subjectivité la plus exclusive, s'y précipite l'expérience unique d'une conscience unique, dont il témoigne du coup plus radicalement que le récit autobiographique où tout est affaire de circonstances. Ici, je cite à nouveau Chevillard. Subjectivité la plus exclusive et la plus catégorique que cette voix singulière, unique, qui se donne force de loi et prétend à l'universel. Il y a du Balzac dans la posture, ou plutôt du Flaubert, si l'on veut bien considérer la distanciation ironique qui préserve l'auteur de tout dogmatisme. Les décharges nerveuses, parades, ripostes, épées tirées et sabres avalés que constituent ces maximes refusent en effet de se prendre au sérieux, quand bien même elles formuleraient des idées auxquelles Chevillard tient. Forme sentencieuse que le sage affectionne, tour à tour dépitée, énigmatique, provocatrice, impertinente ou amère, toutes manifestent un humour grinçant ou potache qui en déconstruit le caractère pontifiant. Chevillard se livre au jeu de la bêtise et de la pensée toute faite, sans jamais s'y prendre, mais bien plutôt en désignant, dans le pêle-mêle des sujets associés à l'invariance stylistique, le piège de l'énoncé doxique et de l'idée reçue. Et l'on pense irrésistiblement au dictionnaire flaubertien et à Bouvard et Pécuchet, dont Chevillard avoue qu'il est l'un de ses livres de chevet. Il n'empêche, ce style formulaire aux accents surannés a quelque chose d'éminemment classique, dans la figure octoriale qui contribue à créer et qui entre en résonance avec le dernier aspect du blog que j'aborderai, son caractère non participatif. Je dois nuancer cette affirmation. Si le blog de Chevillard, et vous le voyez, ne laisse volontairement aucune place aux commentaires, je le cite, « Mon blog n'est pas participatif, j'y propose un travail d'écriture. Si j'ouvrais les commentaires, il me faudrait y répondre. Or, l'entreprise n'a de sens que si elle ne déborde pas de son cadre et ne prend pas dans ma vie une place excessive. J'ajoute que parmi les commentateurs, on trouve beaucoup de fous injurieux, rancuniers, harceleurs. Je n'ai pas envie de me mettre sur le dos de tels psychopathes affublés de pseudos ridicules. » Il n'en présente pas moins, à la suite de chaque billet, une possibilité de réaction du lectorat, invité à recommander le contenu du blog sur Google, Twitter, Facebook ou LinkedIn. Possibilité de réaction minimale pour un internaute condamné à aimer ou à ne rien dire. Chevillard se prémunit des fâcheux, fous injurieux ou harceleurs, ce sont ses mots, en ne leur octroyant, maître qu'il est de son espace virtuel et manifestation ultime de sa prérogative, qu'un créneau réduit de participation. Les manifestations d'autorité sont ainsi multiples. Si le travail d'écriture que constitue le blog est original, et en particulier dans sa temporalité et dans le rapport de proximité et d'immédiateté qu'il établit avec le lecteur, il n'en conserve pas moins une instance de régie que je qualifierais de traditionnelle. La figure d'auteur de l'autofictif signe la prégnance d'archétypes indéboulonnables, ce que mobilise, je cite ici Chevillard, le bon vieux romancier dans l'acception la plus 19e du terme, en réduisant à minima cette intersubjectivité qui est le ressort de nombre de blogs, en programmant une transhumance entre blog et livre, en adoptant un positionnement énonciatif autoritaire. Chevillard affecte une pose doxique dont on ne sait, finalement, si elle relève du total déguisement ou de la posture assumée. Un peu des deux sans doute, tant la part de maîtrise de l'image de soi que le locuteur construit dans son discours reste indécidable. Mais incontestablement, il y a de la figure d'auteur du 19e chez Chevillard. Que celle-ci soit retournée, comme le suggère Anne Roche dans une belle étude que l'on peut retrouver sur Fabula, n'y change rien. Loin des reconfigurations de l'instance octoriale auquel la toile donne naissance, la figure d'auteur à laquelle se collecte l'autofictif reste une figure canonique. Corrélativement, la part de littérarité du texte se construit dans le maintien de ce modèle archétypal.
Démolir Chevillard, Nisard, pardon, était l'ambition. Démolir Chevillard, c'est le nom de la proposition d'article de Anne Roche, hein, que je citais tout à l'heure. Démolir Nisard était l'ambition programmatique d'un roman que publiait Chevillard en 2006 aux éditions de Minuit. Démolir Nisard, ou en finir une bonne fois pour toutes, avec une posture d'auteur arrogante et moraliste, confite en bienséance et en académisme. Figure d'exécration qui concentre toutes ses haines, Nisard, je te hais, peut s'exclamer le narrateur du roman alors que le texte adopte dans sa graphie les capitales si caractéristiques du cri poussé sur le web. Nisard tient lieu de repoussoir auquel s'affronter. Pourtant, dans la conservation même du modèle, du contre-modèle, on l'a bien compris, se dessine une attitude ambiguë, faite de fascination et de rejet, d'adhésion et de mise à distance critique tout à la fois. Genre hérité et construction d'auteurs subséquentes opèrent ainsi comme un retour du refoulé, dont on ne parvient pas, et malgré qu'on en est, totalement à se défaire. L'autofictif, ou ceci n'est pas tout à fait un blog. Merci. Merci.